Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui les petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Je sais, je suis hyper en retard, que ce soit sur les updates lecture, sur Booktube ici ou encore sur le blog. Je sais pas, j'ai eu du mal ces derniers temps, mais là j'ai eu un regain de motivation et je sais que je vais pouvoir rattraper mon retard et je vais vous proposer un maximum de contenu qui j'espère vous plaira cet été. Je me suis munie de mon éventail parce que même si la semaine de canicule est passée, je trouve qu'il fait encore plutôt chaud dans mon appartement du 4e étage. J'ai mes lunettes de soleil, ma motivation, mon sourire, c'est parti. Et le premier roman que je vous présente, il s'agit de Rouille de Florian Soulas, publié chez Scrinéo. Ce roman, je l'ai lu notamment dans le cadre du PLIB 2019, puisqu'il fait partie des 5 finalistes. Alors pour vous résumer cette histoire, à suivre Violante, qui est une prostituée dans un Paris plutôt steampunk, où on a comme d'habitude très souvent des riches très riches et des pauvres très pauvres. Elle va faire un petit peu partie des deux puisqu'elle est prostituée dans une maison close plutôt haut de gamme qui s'appelle les Jardins Mécaniques. Par contre, elle a une de ses amies qu'elle a connue au Jardin Mécanique qui n'a pas eu sa chance et qui un jour est partie et se retrouve à la rue dans une situation plutôt précaire. Un jour, elle va découvrir une terrible vérité. Son amie Satine, qui était dans la rue, s'est fait assassiner et affreusement mutilée. Violante va donc décider de mener l'enquête et elle risque de tomber sur des trucs pas jolies choses. Franchement, cette histoire m'a énormément plu. C'était la deuxième lecture du PLIB et jusque là, sans trop vouloir vous spoiler, pour l'instant il s'agit pour moi du meilleur. Violante est hyper attachante comme personnage. Elle a une volonté de faire malgré un corps frêle. Ce que je vous ai pas dit dans le résumé, c'est qu'elle ne se souvient pas de son passé et à la fois elle va enquêter pour savoir ce qui est arrivé à son amie et pour que ça ne se reproduise pas. Et à la fois elle va faire des recherches sur son passé, essayer de comprendre qui elle est. Donc c'est à la fois une aventure, une enquête, mais aussi une sorte de... pas de rite initiatique, n'exagérons rien, mais c'est aussi un voyage pour comprendre un petit peu mieux qui elle est. J'ai vraiment aimé ces deux facettes qui font que le roman est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'était vraiment voilà, bourré d'action, il y a énormément de révélations qui sont parsemées tout au long du roman. J'ai trouvé que niveau rythme, niveau histoire, c'était maîtrisé de bout en bout et pour moi c'était génial quoi. J'ai été également bluffée par l'écriture de Florian Soulas. Il s'agit ici, il me semble, de son tout premier roman. Et tout comme l'intrigue, tout comme l'histoire, vraiment c'est maîtrisé de bout en bout. Les phrases sont très très bien. J'avais rien à redire de ce côté-là. Moi franchement, on aurait dit que c'était son 15e, ça ne m'aurait pas étonné non plus si on me l'avait dit. Vraiment, c'est une histoire que je vous recommande, mais attention, j'ai un petit mais, c'est très sanglant. Honnêtement, il va y avoir des scènes où on va découvrir des cadavres mutilés, notamment celui de Satine, et ce sont des scènes qui sont très très dures à vivre parce que justement la belle plume de Florian Soulas est assez descriptive. Alors je vous avoue que les chairs sanguignolantes ou en putréfaction, on les sent presque, voilà. Donc pour ceux qui sont un petit peu sensibles, peut-être serait-ce mieux de vous abstenir parce qu'il y a plusieurs scènes comme cela. Mais honnêtement, si vous arrivez à passer au-delà, c'est une super aventure. En plus, le gros plus, vraiment, de cette histoire, c'est le fait que ce soit un one-shot. Très souvent, dans ces univers un petit peu complexes, on a l'habitude de voir commencer une série qu'on ne verra jamais se terminer. Mais là, tout est condensé dans un roman et franchement, eh ben, ça fait du bien de lire toute une aventure comme ça, de bout en bout, d'être surpris, d'être atterré, d'être étonné, d'avoir peur pour les personnages et que ça se termine quoi. Vous l'aurez compris, j'ai eu un très beau coup de cœur pour ce roman que je vous recommande vraiment beaucoup. Sachant que la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo vraiment complètement dédiée à ce roman. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, rendez-vous la semaine prochaine. Après ça, vous commencez à me connaître, j'ai changé radicalement de style et j'ai lu ce petit livre Face Nord de Jean-Marie Desfossés, publié chez Flammarion Jeunesse. Ici c'est une réédition en fait qu'ils ont fait récemment dans un plus petit format avec de nouvelles couvertures. Cette histoire, c'est l'histoire de 3 amis qui sont inséparables depuis qu'ils se sont rencontrés à un cours d'escalade. Et bien sûr, on va les retrouver en train d'escalader un mur pas vraiment très facile en pleine nature. Bien sûr, vous vous en doutez, la montagne recèle de dangers et
il va arriver forcément un accident à nos 3 amis. Vont-ils rester en vie? Vont-ils rester ensemble? Là est toute la question. Je ne vous en dis pas plus parce que ce petit livre fait, je vais vous dire ça tout de suite, genre 150 pages, un petit peu plus. Donc voilà, sinon je vous dévoilerai tout. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Dès le début, l'auteur installe une certaine tension, forcément, due à l'accident. On va faire des retours en arrière pour mieux comprendre les personnages et on va ainsi pouvoir sauter du passé au présent, du présent au passé régulièrement, ce qui honnêtement tend votre corps tout entier parce que vous avez qu'une envie, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment. Mais les passages sur le passé de nos personnages sont quand même très intéressants et importants. Honnêtement, j'ai adoré cette histoire. Moi, j'étais tendue, j'étais vraiment à vouloir connaître la suite. Je crois que je l'ai vraiment dévoré en 24 heures, un truc comme ça. Mais j'ai un gros point noir à ma lecture qui sont les 3 dernières pages. En fait, on va voir une première résolution d'histoire, vraiment 3 à 4 pages avant la fin. Et puis ensuite, on va avoir une espèce de prologue qui est le chapitre 10. Et si je pouvais arracher ces pages, honnêtement, je le ferais. Parce que vraiment, j'ai trouvé que l'auteur, dans ces 3 dernières pages du chapitre 10, n'apportait rien à l'intrigue, bâclait une histoire qui commence à 3 pages de la fin et qui termine en 3 pages. Je suis désolée, mais honnêtement, cette conclusion ne m'a pas du tout plu et j'aurais préféré largement qu'on s'arrête à la fin du chapitre 9, même s'il fallait faire une fin ouverte. Donc mon conseil pour ce roman, honnêtement, foncez, on voit de la nature, il y a de la tension, il y a de l'aventure et de l'amitié, c'est très bien fait, mais s'il vous plaît, ne lisez pas les 3 dernières pages. Parce que vraiment, elles sont très mauvaises. Pleines de sexisme, de préjugés, de facilité. Non, vraiment. Honnêtement, ce livre vaut la peine d'être lu, sauf pour ces dernières pages. Et ensuite, je me suis enfin plongée dans ce roman qui me faisait envie pourtant depuis sa sortie et que j'ai acheté à Montreuil. Il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neil Chesterman, publié chez Nathan. Ce roman me faisait très envie puisque Nana Oops notamment en avait très bien parlé. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas publié de vidéo, mais allez les voir, elle est trop mignonne. Et puis il y a aussi son compte Instagram que je vous mettrai, où elle fait des photos magnifiques. Toujours est-il que ce roman va parler d'un jeune garçon qui petit à petit va avoir des hallucinations, des troubles du comportement et on va découvrir que tout simplement mentalement il a des problèmes, une maladie qui se développe mais que lui ne va pas voir vraiment parce qu'on ne se rend pas compte quand on tombe dans la folie. C'est l'histoire de sa chute, de ce qui va se passer dans son entourage, mais tout est de son point de vue à lui. En fait, la vérité sur cette histoire, c'est que Neil Chesterman a un fils schizophrène et qui a d'autres troubles psychologiques et du coup il l'a un petit peu écrit de sa propre expérience, de celle de son fils. Honnêtement, ce roman est un petit bijou. Alors oui, il faut s'habituer dans les premières pages à tomber dans un univers assez psychédélique parce que notre personnage a des hallucinations, il a sa vraie vie, mais il ne sait plus vraiment faire la différence. Très souvent dans sa tête, il se retrouve sur un bateau avec un capitaine étrange, un perroquet qui parle et qui est chelou très clairement. Ça peut être difficile, honnêtement, d'accès en tout cas. Mais une fois qu'on est tombé dedans, une fois qu'on commence à... On comprend pas forcément tout, même à la fin on comprend pas forcément. Mais quand on commence à intégrer toutes ces hallucinations, on tombe dans quelque chose de très important je trouve. Et Neil Chesterman a une compréhension. Alors moi j'ai jamais été malade psychologiquement parlant, mais je trouve qu'il a une compréhension d'une finesse concernant la maladie. On dirait qu'il l'a vécu lui-même parce qu'il parle avec des mots très justes, avec des images également qui sont... qu'on imagine, en tout cas que moi j'ai imaginé totalement vrai. Honnêtement, c'est bourré d'émotions. Mais aussi d'espoir. Ce n'est pas du tout un livre qui va être complètement pessimiste quant à la maladie. Vraiment, c'est un très beau livre. Petit à petit, je me suis tellement attachée au personnage principal, avec ou sans sa folie. Honnêtement, on le voit qui tombe là-dedans, qui va essayer d'en extirper, qui n'en est pas vraiment capable. On va le voir se perdre dans son esprit. C'est à la fois super dur et à la fois tellement intéressant aussi scientifiquement. Honnêtement, c'est un livre un peu ovni, je n'ai jamais rien lu de pareil. C'est une histoire de la folie, une parmi tant d'autres,
mais je trouve que c'est un très très beau témoignage aussi, presque, parce que Neil Shusterman n'a jamais été malade comme ça, mais je trouve que ça ressemble à un témoignage et c'est important de lire ce genre de roman parce qu'on comprend mieux ce genre de maladie et on peut être amené à la côtoyer et je pense que c'est lire ce livre, ce serait une façon de mieux l'aborder si un jour on y est confronté. Donc honnêtement, accrochez-vous sur les premières pages, sur l'écriture qui est forcément un petit peu psychédélique, mais lisez-moi ce livre. Et le dernier roman que je vous présente, il s'agit de En attendant Bojangles, ou Bojangle, je ne sais pas trop, de Olivier Bourdeau, publié chez Folio. Alors il faut que je vous raconte la petite histoire. C'est que après toutes les émotions que j'ai pu vivre avec Le goût amer de l'abîme, je me suis dit il me faut un petit truc léger qui se lit vite. Et puis franchement, au résumé, on entend parler d'un petit garçon dont les parents dansent, organisent des soirées, sont un petit peu fantasques. Moi du coup j'y suis allée, mais on m'avait pas prévenu. Honnêtement, on m'avait pas du tout prévenu, puisque ce roman va également parler de la folie, mais d'une toute autre manière. Car cette fois, on a un point de vue extérieur, c'est le petit garçon qui va nous raconter cette histoire. Et on va avoir son point de vue ainsi qu'un peu celui de son père sur la folie de la mère. Et là, c'était d'autant plus dur parce que chez Neil Shusterman, c'était plein d'optimisme. Et puis on était dans la tête du personnage principal. Ici on voit la folie, ce qu'elle fait à l'entourage. Un enfant, c'était super dur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin de ce roman. Honnêtement, après ces deux livres, que ce soit Le goût amer de l'abîme ou En attendant Bojangle, enfin après les deux quoi, j'étais détruite tout simplement. J'avais une boule au ventre, c'était terrible. Mais à la fois c'était tellement beau. Honnêtement, En attendant Bojangles est hyper poétique dans la manière dont c'est écrit. On a le cœur brisé bien entendu, mais de beauté presque. C'est très spécial, mais ça vaut tellement le coup d'être lu. Alors si vous avez le courage et un cœur bien accroché, je vous conseillerais de lire après Le goût amer de l'abîme, parce que ça éclaire le thème de la folie d'une toute autre manière. Mais à la fois, si vous avez un petit cœur qui se brise facilement, ça va être dur. Très dur. Surtout que, en fait, ici, pendant toute une partie du roman, c'est un peu une ode à la folie. À la folie, au fait d'être fantasque, de ne pas se soucier finalement des choses très matérielles, de vouloir faire les choses comme ça. Puisque la mère, elle est comme ça, mais petit à petit, elle va être rongée par la folie. Alors que dans Le goût amer de l'abîme, c'est un peu l'inverse. On le voit plonger dans sa folie, c'est hyper dur pour tout le monde. Et puis petit à petit, on va le voir combattre. Et en fait, alors que Le goût amer de l'abîme est une remontée, En attendant Bojangles est une descente. Et voilà, ils sont hyper différents, mais ils se complètent également très bien. Et je suis, malgré mon petit cœur brisé, très ravie d'avoir pu effectuer ces deux lectures d'affilée. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo qui, honnêtement, m'a replongée dans beaucoup d'émotions, notamment concernant Le goût amer de l'abîme et En attendant Bojangles. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, ou un seul, ou aucun. En tout cas, donnez-moi les raisons, n'hésitez pas à venir papoter en commentaire, ça me fera super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou bien à mettre un petit pouce bleu, ou les deux, ça fait toujours plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. Salut les petits loups!